Un peu avant d'avoir été contacté par les Wendat en 2006 pour le projet Yawenda sur la langue, j'avais déjà commencé depuis à peu près un an à travailler avec des personnes à Wendake. On voulait préparer un événement qui serait un carrefour des littératures autochtones de la francophonie. Ça, c'était une idée que j'avais eue parce que j'avais été en contact, en tout cas, avec un type aux États-Unis qui était un anthropologue, mais qui est en même temps est encore un promoteur d'événements autochtones internationaux que j'étais allé voir au Nouveau-Mexique pour discuter avec lui parce que j'avais déjà dit que ça pourrait être intéressant d'organiser quelque chose à Wendake dans le domaine littéraire. Il faisait à l'époque des salons du livre autochtone aux États-Unis. Bon, j'avais parlé avec lui, puis finalement, lui m'avait dit, écoute, nomme-moi directeur de ton projet, je vais venir au Canada, puis faire ça, je vais vous organiser ça. Bon, c'est un type qui organisait après ça toutes sortes de choses, des... euh, des défilés de mode autochtones, puis des cirques autochtones, toutes sortes de choses un peu partout dans le monde. Donc, tant mieux, c'est son succès. Mais en venant ici, je me suis dit, bon, c'est quand même pas, lui parlait pas un mot de français. D'ailleurs, donc, on va essayer quelque chose d'un peu plus modeste. J'ai rencontré à ce moment-là à Wendake un, un jeune Wendat, Louis-Carl Picard-Sioui, qui a fait une maîtrise en anthropologie ici avec François Trudel, collègue retraité. J'avais été un des lecteurs externes de sa maîtrise. J'avais trouvé ça assez brillant. Et c'était un bonhomme, je connaissais. Il était aussi écrivain. Il avait commencé à publier, je pense, un livre pour enfants. Depuis ce temps-là, il a publié des recueils de poèmes, toutes sortes de choses. Il fait du théâtre, des pièces de théâtre. Bon, c'est un type assez brillant, assez intéressant. Et j'étais allé le voir, Louis-Carl, puis j'avais aussi contacté une autre personne, Maurizio Gatti, qui est un Italien, un peu de même génération que Louis-Carl, qui lui a travaillé, c'est peut-être ou ça a été le premier, je pense, spécialiste des littératures autochtones au Québec. Il a fait un doctorat là-dessus à Laval il y a quelques années en littérature. J'avais contacté, bon, bien sûr, Louis-Carl et Mauricio se connaissaient. On, on s'était réunis, puis on va dire, ben, on s'est dit, moi j'ai dit, ça serait pas intéressant d'organiser un carrefour littéraire autochtone. Et en discutant, on a dit ce qui pourrait être une... Oui, il y a déjà des salons littéraires autochtones en anglais, au Canada anglais, aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Il n'y en a pas eu, à notre connaissance, en français. Donc, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de voir qu'est-ce que c'est que les littératures autochtones dans le monde francophone. Donc, c'est quoi les autochtones francophones? Bien sûr, les autochtones du Québec, dont la langue seconde ou première, comme à Wendake, est le français. Et puis, mais aussi, il y a des autochtones, il y a des Amazirs, c'est-à-dire des Berbères au Maroc, en Algérie, un peu en Tunisie, qui ont le français comme langue seconde ou troisième. Des fois, langue seconde, c'est l'arabe, troisième langue, c'est le français, mais donc, ils connaissent le français. Il y a en Polynésie française, bien sûr, des Polynésiens, en Nouvelle-Calédonie, des Kanaks qui sont de langue deuxième langue, qui ont le français comme deuxième langue. Et puis, bon, on n'a pas trouvé d'autres en français. En Louisiane, il y a des Autochtones qui parlent français cadien, mais bon, on aurait essayé de faire un contact, mais ça n'avait pas marché. Puis je suis pas sûr qu'il y avait... Louis-Carl Picard-Sioui en particulier avait une définition. Lui, écrivain, c'était des gens qui avaient écrit, faisaient vraiment des œuvres par écrit. Donc, c'était pas littérature orale. Donc, il y avait peut-être des gens comme des métis de l'Ouest canadien ou les Houma ou Titimacha francophones de Louisiane qui correspondaient pas, ou qui n'avaient sans doute pas d'écrivains par écrit, mais qui avaient sans doute une littérature orale en français ou en métif ou Houma, ils ont perdu leur langue aussi, comme les Wendat.
Donc, on a commencé à travailler là-dessus et ça nous a amené en 2008 à organiser, 2008, septembre 2008, à organiser à Wendake ce qu'on a appelé le CILAF, le CILAF, Carrefour international des littératures autochtones de la francophonie, qui a regroupé une trentaine d'écrivains justement du Québec, mais aussi du Maroc. Il y avait un Kabyle d'Algérie, mais qui n'a pas pu venir finalement, qui avait été invité, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, et puis un écrivain cri du Manitoba, qui parle de langue cri, mais qui parle aussi, bien sûr, sa langue seconde, c'est l'anglais, mais qui parle aussi le français, qui s'appelle Thompson Highway, qui est un bonhomme assez connu, qui écrit des romans et qui a accepté, nous, c'était un honneur pour nous, ce bonhomme-là très connu, de venir participer au CILAF à Wendake. Donc, ça a eu lieu et ça a permis un peu de lancer, ça a été, à ma connaissance, le premier événement en littérature autochtone francophone. Je l'ai dit, il y avait des salons du livre, des réunions d'écrivains autochtones anglophones, mais en français, c'était la première fois que ça arrivait. À cette époque-là, Maurizio Gatti était le premier qui avait un doctorat au Québec en littérature autochtone. Mais quand on a fait le congrès, on s'est aperçu qu'il y avait 2 ou 3 autres ou un peu plus d'étudiants qui étaient en train, eux, de faire des maîtrises. Peut-être pas encore, mais il y en a une qui est passée au doctorat ensuite, qui l'a obtenu aussi sur les littératures autochtones. Donc, c'était un mouvement qui commençait et on parle de SILAF a pu lancer ce mouvement-là. À l'intérieur du SILAF, on avait organisé un colloque universitaire, puis il y avait un subventionnement particulier, où là, il y avait aussi un certain nombre de ces écrivains autochtones, mais aussi des spécialistes universitaires du Québec, Canada, États-Unis, il y en avait une, je parle des États-Unis, France, Allemagne, qui sont venus aussi discuter du rôle de la littérature, différents aspects des littératures autochtones. Et ça a amené les participants autochtones, les écrivains autochtones, à se rendre compte qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils avaient une langue commune, bien sûr, même si c'était souvent leur langue seconde, le français, mais qui leur permettait de parler entre eux. Il y avait les mêmes problèmes de reconnaissance, comment écrire, comment se faire publier quand on est un écrivain autochtone, qu'on soit au Maroc ou au Québec ou en Polynésie. Comment concilier l'oral et l'écrit quand on est dans des sociétés, quand on vient de sociétés autochtones où c'est l'oralité qui domine. Donc, quand on écrit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met par écrit des histoires qu'on a entendues oralement ou est-ce qu'on crée nos propres histoires qui n'appartiennent pas nécessairement à la littérature orale? Et il y avait beaucoup de problèmes qui étaient communs à tout le monde. Et ça a créé un peu les gens se sont rendus compte qu'il y a une autochtonie. Et j'en reparlerai plus tard dans cette entrevue. Je vais en revenir à la fin sur cette question d'autochtonie, mais il y a une condition autochtone qui est commune, qu'on soit polynésien puis que notre langue seconde soit le français ou l'anglais, l'espagnol, le portugais, n'importe quoi, qu'on soit en Australie ou aux États-Unis. Bon, il y a beaucoup de choses communes. Et ces écrivains ont découvert, sont rendus compte qu'ils avaient cette autochtonie en commun. Bien sûr, il y avait des choses amusantes. Nous, on se disait un peu naïvement... on disait, ben oui, des écrivains, pourquoi est-ce que les écrivains qui ont une langue autochtone à eux, pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas dans leur langue? Pourquoi est-ce qu'il y a des écrivains Inuits de la Côte-Nord dont la langue maternelle est l'Innu, puis qui écrivent en français? Ou il y en a qui écrivent dans les 2 langues, un peu en Innu, mais aussi en français. Ben, une réponse évidente que beaucoup nous ont donné. Ben écoute, quand j'écris en Innu, il y a peut-être 50 personnes qui vont me lire. Si je publie en français, là, je vais avoir une audience beaucoup plus vaste et moi, je veux que
bon, les gens connaissent c'est quoi la pensée Innu, les Inuits ou d'autres. En tant que tel, qu'est-ce qu'on a à dire? On ne veut pas que ce soit juste nous autres qui le connaissent. On veut qu'il y ait le plus de gens possible qui soient au courant. Autre chose aussi, des gens, par exemple, de Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a 28 langues parlées sur une population de 200 000 personnes, dont à peu près la moitié ou un peu moins, c'est des Caldas, c'est-à-dire des Français ou d'autres Vietnamiens, d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas des Autochtones. Donc, il y a à peu près 100 000 Autochtones qui parlent 28 langues. Eux nous disaient, écoute, si j'écris dans ma langue, j'écris pour 1000 personnes. Si j'écris en français, ben là, il y a tout, au moins les 100 000 Kanaks de Nouvelle-Calédonie qui vont pouvoir me lire. Mais si c'est dans ma langue, ils ne pourront pas me lire parce qu'ils ne parlent pas la même langue que moi. Donc, il y avait toutes sortes comme ça de considérations, au-delà de dire, bon, moi-même, j'ai toujours prôné chez les Inuits de dire, ben oui, il faut garder la langue inuite, l'enseignement en langue inuite, c'est important, préserver votre langue, mais il y a des cas où les gens disent, oui, on veut bien préserver notre langue, mais en même temps, quand on écrit, ben on va écrire en français parce qu'on est lu par beaucoup plus de monde. Puis ça nous permet même, dans certains cas, entre nous, entre Autochtones, de pouvoir se lire les uns les autres. Cet événement, le SILAF, dans le cadre du projet, qui n'était pas dans le cadre direct du projet Yawanda, quoique Yawanda y a contribué en invitant certaines personnes, mais 4 ans plus tard, en 2012, moi, j'avais eu, dès le début du projet, Yawanda m'avait dit que ça serait intéressant d'organiser un congrès d'études Wendat. Je connaissais, j'en ai déjà parlé, les congrès d'études inuites depuis 1978. Donc, pourquoi pas essayer de faire la même chose avec les Wendat? Réunir les chercheurs ou d'autres personnes, des intervenants intéressés à la culture Wendat, à la société Wendat, la langue Wendat, et puis les réunir à Wendake pour discuter de tout ça. Donc, un colloque universitaire, mais quand même ouvert à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la culture, la langue, l'histoire Wendat, etc. On a organisé ça dans le cadre du projet Yawanda. Ça a eu lieu en juin 2012. Ça a attiré, bon, dans l'étude, on a étendu ça aux études Wendat et Wyandot. Les Wyandot, c'est quoi? Les Wyandot, ou Wyandot, c'est la prononciation anglaise du mot Wendat, en fait. Au fond, c'est le même peuple. C'est que quand la Huronie, c'est-à-dire la Confédération Wendat, a été détruite par les Iroquois en 1647, 48, 49, 50, j'ai dit, il y a des gens qui sont venus dans la région de Québec ou sont revenus dans la région de Québec d'où ils étaient originaires, mais il y en a d'autres qui sont partis de l'autre côté, qui sont allés vers l'ouest des Grands Lacs. Ils étaient à cette époque-là un peu au nord de ce qui est aujourd'hui Toronto, au sud de la baie Georgienne. Ils sont allés vers l'ouest des Grands Lacs et de là, ils se sont retrouvés à Détroit en 1701, quand les Français ont fondé un poste militaire et de traite à Détroit. Ils sont revenus avec les Français, des alliés des Français. Détroit est devenu, à un moment donné, lors de la Révolution américaine, enfin, devenu britannique en 1763, c'est devenu américain en 1783. Donc, la majorité de ces anciens, enfin, Wendat mélangés à des Tionontati, qui étaient une nation qui parlait à peu près la même langue que les Wendat, qui étaient très proches culturellement et linguistiquement. Ils se sont retrouvés du côté américain de la frontière. Il y a eu toutes sortes de déportations. Ils ont été en Ohio. Ensuite, on les a envoyés au Kansas. Du Kansas, la majorité, ensuite, vers la fin du 19e siècle, est allée s'installer en Oklahoma. Et aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre de Wyandot près de Détroit et au Kansas, près de Kansas City, mais la majorité des Wyandot vit en Oklahoma, dans le nord-est de l'Oklahoma. Donc, on a dit, notre congrès, il faut inclure les Wyandot là-dedans, donc congrès d'études Wendat et Wyandot. Il y a eu à peu près, je pense qu'il y a 110 personnes qui sont venues, dont une cinquantaine ont fait, une soixantaine ont fait, en 50 et 60, ont fait une communication. Ça a été intéressant, on ne savait pas. Quand on a lancé l'appel sur des sites web, c'était un peu comme une ligne à pêche qu'on lançait,
travail sur les Wendat, à part des gens qu'on connaissait à l'Université Laval, peut-être quelques historiens à l'UQAM à Montréal, c'est à peu près tout. Puis des gens à Wendake, bien sûr. Mais tout à coup, on recevait des lettres ou des courriels de gens. Ben oui, moi, je suis à l'université de telle université en Ohio. Oui, je travaille sur tel épisode de l'histoire des Wyandot quand ils étaient en Ohio. Un type qui écrit, un étudiant qui écrit d'Allemagne. Oui, je suis à l'université, à l'université Goethe à Francfort. Je fais un doctorat en anthropologie, mais sur les sacs d'espèces de sacoches en poil d'orignal que les Wendat portaient aux côtés, le rôle cérémoniel de ces sacoches-là. Dans l'anthropologie, on peut faire de tout. Et j'aimerais participer au congrès. Bon, ben lui, on avait trouvé finalement du financement d'étudiants, billets d'avion pour venir au congrès. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Le président d'honneur du congrès, c'était Georges Sioui, un historien, professeur à l'Université d'Ottawa, peut-être le plus éminent intellectuel Wendat actuellement. Et tout à coup, quelqu'un nous... Bon, il faisait la présentation d'honneur. Il y a une étudiante aussi qui, elle, était en Suisse, mais une fille d'origine roumaine, mais qui étudiait en Suisse, qui dit, oui, moi, je travaille sur la pensée de Georges Sioui, la pensée philosophique de Georges Sioui. Il faut le faire à partir de Suisse. Et je pense, ça peut nous... Puis dans une école de commerce en Suisse, mais cette pensée-là peut nous aider à mieux comprendre le monde moderne et écoles de commerce et relations internationales. Bon, mieux comprendre les relations internationales, j'aimerais présenter quelque chose là-dessus. Donc, OK, vous venez. Elle, je pense qu'elle a pu financer son voyage, mais on lui a payé l'hôtel, je ne sais pas trop quoi, mais on a pu comme ça avoir ça, et ça a été quelque chose d'intéressant. Et les Wendat qui étaient là ont dit, bon, on ne savait pas qu'il y avait tant de monde qui s'intéressait à nous, sauf Georges Sioui, lui qui avait intitulé, et puis ça, quand il l'a fait, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, sa communique, en fait, son discours d'ouverture de l'importance mondiale des études Wendat. En disant que les Wendat étaient un peu un modèle, c'était un peu le thème du congrès. Les Wendat, comme les Wyandot, dans le monde moderne, ce sont des gens qui ont su s'adapter à la contemporanéité, au monde d'aujourd'hui, tout en ne perdant rien de leur identité. Et dire c'est un modèle parce que tous les peuples autochtones, qu'ils le veuillent ou non, vont passer par là. Il n'y a plus maintenant de groupes autochtones qui restent isolés, même dans les forêts d'Amazonie, puis qui n'ont aucun contact. Non, malheureusement ou non, qu'on le veuille ou non, tout le monde passe par un peu le malaxeur là, de l'État-nation occidental. Donc, les Wendat, comme les Wyandot, peuvent servir de modèle. Et c'est ce que Georges Sioui voulait dire. Importance mondiale des études Wendat. Oui, on est un Wendat. On est un modèle pour tous les Autochtones. Comment garder son identité, puis essayer de s'en tirer, garder ses droits politiques, territoriaux, sa culture, retrouver sa langue, tout en participant de plein droit, puis à 100% au monde moderne, et en jouant même, pas juste participer, mais jouer un rôle moteur dans le développement de la civilisation contemporaine. Comme disait un Wyandot qui participait au congrès, il dit, moi, quand des gens me disent « Ah, toi, t'es métissé, tu parles plus ta langue », j'ai dit « Écoutez, quand des Indiens lui disent ça aux États-Unis, ils disent « Écoutez, dans 2 générations, vous allez tous être comme moi, donc énervez-vous pas, là. Moi, j'ai passé par là, enfin, mon peuple est passé par là avant vous, mais vous allez y passer vous aussi. » Donc, on n'en reste pas moins autochtone quand on est métissé, quand on fonctionne dans le monde moderne. C'est plus une question de plumes sur la tête là, ou de phénotype autochtone. C'est une question d'identité. On reviendra là-dessus plus tard dans l'entrevue, mais je pense que ces 2 congrès-là ont été importants pour ceux qui ont participé, dans ce sens que ça a un peu ouvert la porte sur une nouvelle définition, ou enfin une définition peut-être plus contemporaine que ce que c'est que l'autochtonie.
C'est pas de dire comme me disait à l'époque Robert Gessin, qui était l'anthropologue physique français qui a travaillé au Groenland de l'Est, qui disait les Groenlandais de l'Est, maintenant il n'y a plus d'Esquimaux au Groenland de l'Est. Hein? C'est des Danois. Parce qu'ils vont plus chasser en kayak. Il disait, bon, c'est pas M. Gessin, c'était sa génération, là. J'avais pas discuté avec lui, mais même à l'époque, je savais que, bon, non, les Groenlandais de l'Est, ils sont Inuits, même s'ils vivent dans des maisons danoises au Groenland de l'Est, des maisons très confortables, mangent du gâteau avec des bougies dessus aux anniversaires, mais en même temps, ils sont pas danois. Il reste très inuit. Donc, il y a une nouvelle définition de l'autochtonie qui n'a rien à voir avec la préservation de vieilles coutumes anciennes. Puis, moi, encore un dernier petit truc, quand des étudiants me disaient il n'y a plus d'Inuits, il n'y a plus les Indiens, ne sont plus des Indiens, ça me dit, est-ce que vous vous considérez comme Québécois? Ils disaient, oui, je suis Québécois. Ben non, tu n'es pas Québécois. Un vrai Québécois, c'est quoi? Un vrai Québécois, il a une ceinture fléchée, un casque de poils sur la tête, puis il conduit une voiture à cheval. Hein? Un Québécois qui s'habille avec des vêtements, puis il chante Alouette, gentille Alouette. Des choses là. Un Québécois qui s'habille en vêtements, pas quoi, occidentaux, américano, européano, tout ce qu'on veut, qui est plus capable, qui aime la musique, le rock ou n'importe quoi, que bon, c'est pas un vrai Québécois. Elle disait non, ben, dans ce cas-là, si tu dis qu'un Indien ou un Inuk qui ne chasse plus en kayak avec un harpon, c'est pas un vrai Inuit, ben, toi, t'es pas un vrai Québécois. Puis là, les gens commençaient à comprendre, ben, OK. T'sais, on peut être Inuit en étant moderne, on peut être autochtone en étant moderne, comme on peut être Québécois en étant moderne. C'est pas une question de coutume traditionnelle.